Schönen guten Tag und hallo. Fangen wir an mit Gaza. Bonjour et salutations. Commençons par Gaza. La guerre a, comme vous l'avez probablement remarqué, largement disparu des médias locaux en Allemagne. Il y a certes de temps en temps une ou deux annonces lorsqu'il se passe quelque chose de majeur. Mais on a l'impression que la guerre dans la bande de Gaza ne joue plus un rôle important dans le classement politico-médiatique de l'Allemagne. Cela ne signifie cependant pas qu'elle ne continue pas à se dérouler. Chaque jour, au moins une douzaine, parfois plusieurs dizaines de personnes meurent dans la bande de Gaza. Les destructions, les déplacements et la misère se poursuivent sans relâche. Il n'y a plus de retombées dans la perception officielle locale, car la doctrine officielle affirme qu'Israël mène une guerre de défense contre le Hamas. Là où on rabote, il y a des copeaux. Certes, des innocents meurent aussi, mais la faute est uniquement attribuée au Hamas, qui prend ses civils en otage. Telle est la rhétorique officielle. Tout cela a peu à voir avec la réalité. Nous savons que l'Afrique du Sud a une plainte pour génocide en cours contre Israël. Pour rappel, fin mai, la Cour internationale de justice de La Haye a demandé à Israël de cesser immédiatement les actions militaires dans la région de Rafah, au sud de la bande de Gaza, en raison de la situation humanitaire désastreuse de la population locale. Qui s'en soucie? Qui cela intéresse-t-il? Car le droit international ne peut évidemment être appliqué que si les acteurs majeurs qui le soutiennent respectent également ces normes juridiques internationales. Ce n'est que très limité ou pas du tout le cas pour Israël et ses grands soutiens, en premier lieu les États-Unis, suivis de l'Allemagne. Ainsi les morts continuent, et l'armée israélienne, ainsi que la politique israélienne, donnent l'impression qu'ils sont sur le point de remporter une victoire sur le Hamas. Ils veulent maintenant retirer des troupes pour les utiliser ensuite au Liban contre le Hezbollah, le parti chiite de Dieu, qui est étroitement lié à l'Iran. C'est le prochain front que le gouvernement israélien semble vouloir ouvrir. Et il faut bien sûr donner à l'opinion publique israélienne, ainsi qu'à l'opinion publique mondiale, le sentiment que la crise dans la bande de Gaza a été résolue, que le terrorisme du Hamas a été vaincu, que le Hamas en tant que formation militaire ne joue plus aucun rôle. C'est le message qu'Israël veut transmettre à sa propre population ainsi qu'à la communauté internationale. Tout cela est bien sûr un pur non-sens. Regardons sur quoi repose la force du Hamas. Chez nous, il est généralement étiqueté comme une simple organisation terroriste. Cette vision est cependant beaucoup trop limitée. Le Hamas n'est pas une fraction armée rouge en version palestinienne. C'est un mouvement de masse, un mouvement de base, profondément enraciné dans la société palestinienne, surtout dans la bande de Gaza. Pas parce que les gens là-bas ont envie d'islamisme, mais en raison du siège dévastateur qu'Israël a imposé à la bande de Gaza depuis 2007, accompagné de nombreuses guerres au cours desquelles plus de 4000 Palestiniens ont été tués au fil des ans. Tout cela n'existe pas dans la perception locale. Il n'y a pas de contexte pour cette guerre de Gaza. Elle commence le 7 octobre, avec la grande attaque du Hamas contre Israël. Tout ce qui s'est passé avant n'existe pas dans la perception locale, comme pour la guerre en Ukraine aussi. Elle n'a pas non plus de contexte. Elle a simplement commencé le 24 février 2022, justifiée uniquement par la figure démoniaque de Poutine. Et de telles considérations révisionnistes ne sont bien sûr pas constructives si l'on veut comprendre et résoudre des conflits. Si je ne comprends pas quelle est la cause d'un conflit et que je me contente de diaboliser, alors je ne peux pas trouver de guide d'action pour mettre fin à un conflit. Toujours en supposant que je sois disposé à vouloir mettre fin à une telle crise. Car du point de vue du gouvernement israélien, ça peut aussi être un concept de mener une guerre sans fin, d'abord contre le Hamas, puis contre le Hezbollah, et peut-être ensuite contre l'Iran.
Denn solange Israel im Kriegs- und Krisenmodus verharrt, muss Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nicht fürchten, abgestraft zu werden durch Neuwahlen oder gar am Ende vom Internationalen Gerichtshof wie auch dem Internationalen Strafgerichtshof. La Cour ainsi que la Cour pénale internationale doivent être présentées. Nous nous souvenons que la Cour pénale internationale a ordonné en mai, sous la direction du Britannique Karim Khan, que des mandats d'arrêt soient émis tant contre 3 dirigeants du Hamas que contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Cela n'a cependant rien changé au fait qu'en réaction immédiate à cette annonce de la haie, le gouvernement américain a d'abord invité le Premier ministre Netanyahou à prononcer un discours devant le Congrès à Washington. C'est pour ainsi dire un doigt d'honneur tendu à la juridiction internationale. Il vaut la peine de le souligner, car les Américains sont autrement très rapides à mettre en avant l'ordre basé sur des règles qu'ils prétendent défendre. Mais lorsqu'un tribunal pénal international rend un tel verdict, il est simplement ignoré. C'est ainsi que fonctionne la géopolitique. Ceci comme une petite remarque en ce qui concerne l'orientation vers les valeurs de la politique locale, à laquelle nos acteurs aiment tant se référer. Le Hamas ne peut pas être vaincu. Militairement, c'est tout simplement impossible. Les destructions dans la bande de Gaza sont si gigantesques, tant de personnes ont perdu leurs proches, plus de 20 000 enfants. On ne sait rien de leur sort dans la bande de Gaza. Ils sont soit morts, enterrés sous les décombres, errant dans la bande de Gaza à la recherche de leurs proches, soit orphelins. Le désespoir, la colère et la haine des gens sont si grands que quiconque a perdu sa famille ou ses proches rejoint d'autant plus la résistance contre l'occupation israélienne. Cette occupation persiste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ce qui attend Israël, ce n'est pas une victoire militaire sur le Hamas, mais une guerre de guérilla sans fin, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années en Irak. Il y a des insurgés motivés par l'islamisme et le djihadisme qui peuvent frapper à tout moment. Il est impossible de vaincre un tel mouvement insurrectionnel. Et la brutalité de la conduite de guerre israélienne a bien sûr conduit au fait que le Hamas n'a pas à se soucier de sa relève. Il y en aura toujours. L'idée qu'il ne s'agit que d'une organisation terroriste est bien trop simpliste. Un tel étiquetage, un tel cadrage n'est pas suffisant, car le Hamas, tout comme le Hezbollah au Liban ou les rebelles Houthis au Yémen, ont quelque chose en commun que nous n'avons souvent pas en tête. La capacité de s'appuyer sur un large soutien au sein de leur propre population. En même temps, ceux qui combattent aux côtés de ces organisations se moquent de la mort. Cela n'a aucune importance pour un combattant du Hamas, du Hezbollah ou des Houthis, s'il dans la lutte contre l'injustice, il paye de son point de vue éventuellement de sa vie, car il entrera alors au paradis en tant que shahid, en tant que martyr. De plus, le désespoir de nombreuses personnes est très grand. Nous nous souvenons, dans la bande de Gaza, plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. On peut imaginer, quand on a 18, 17 ou 16 ans, et qu'on a perdu sa propre famille et vécu des mois de guerre, que la colère est si grande qu'on prend les armes. Peu importe si on perd la vie, cela n'a pas d'importance. On n'a de toute façon plus rien qui nous retient ici, et en cas de doute, une autre existence nous attend au paradis. Et cette idéologie ou conviction est très répandue. C'est pourquoi le Hamas n'est pas non plus une organisation que l'on pourrait simplement vaincre. Les Américains n'y sont pas parvenus en Irak, et ils n'y sont pas non plus parvenus en Afghanistan. Essayer de vaincre une organisation comme les talibans, les Houthis, ou encore le Hamas ou le Hezbollah. C'est une histoire sans fin. Cela ne peut pas fonctionner et signifie une violence sans fin. En ce sens, ce que nous entendons d'Israël est de la pure rhétorique. L'idée que le Hamas pourrait être vaincu est irréaliste. Il est important de se rappeler que le génocide dans la bande de Gaza continue. Génocide est un mot dur.
Je le sais et je l'utilise aussi avec prudence. On peut l'appeler autrement. On peut l'appeler le massacre de masse dans la bande de Gaza. Mais comme il y a de nombreux pays qui ont rejoint la plainte de l'Afrique du Sud pour accusation de génocide contre Israël, je ne pense pas qu'il soit illégitime d'utiliser ce terme. D'ailleurs, l'Espagne a été le premier pays européen à se joindre à cette plainte. Pour rappel, l'Allemagne représente l'autre côté. L'Allemagne est le seul pays au monde à s'être rangé du côté d'Israël en tant que tierce partie. Le seul pays au monde. Même les Américains ne l'ont pas fait, mais les Allemands sont bien sûr exemplaires. Vous avez tiré les bonnes leçons de l'histoire récente de l'Allemagne et vous soutenez sans réserve le gouvernement israélien, aussi extrémiste soit-il. Cela n'a aucune importance, car nous savons, qui critique Israël est antisémite. Les morts et les tueries dans la bande de Gaza continuent donc, mais le génocide a pour ainsi dire atteint une autre qualité. Les Palestiniens continueront de mourir en grand nombre dans les semaines et les mois à venir, mais plus par les bombes, plutôt par la faim. C'est la raison pour laquelle la Cour pénale internationale, sous Karim Khan, dit que cette Cour a expressément délivré des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, ou est sur le point de les délivrer. C'est une procédure juridique plus longue, mais la voie est tracée. Tôt ou tard, il y aura un tel mandat d'arrêt. La principale raison en est que la direction israélienne utilise la faim comme arme de guerre. Nous savons, d'après les statistiques des Nations Unies, que 88% des habitants de la bande de Gaza souffrent de la faim. Donc, nous disons que tout le monde dans la bande de Gaza souffre de la faim. La raison en est le blocus par Israël de tous les points de passage frontaliers et le bombardement continu des livraisons d'aide au cours des dernières semaines et des derniers mois, de sorte qu'une distribution dans la bande de Gaza elle-même n'est plus garantie. Les gens souffrent d'une telle faim que diverses organisations internationales auraient depuis longtemps déclaré la bande de Gaza comme une zone de famine. Mais cela ne réussit pas, car les États-Unis et les alliés européens d'Israël exercent beaucoup de pression en coulisses pour empêcher un tel étiquetage. Car alors, bien sûr, il y aurait un appel à exercer des pressions sur Israël pour effectuer des livraisons d'aide même contre la volonté d'Israël. Cela, on ne le veut pas. À cet égard, la faim continuera, et nous avons déjà des bébés et des nourrissons qui meurent, tout simplement de faim, ou dont les organes sont si faiblement développés que même s'ils peuvent à nouveau consommer une nourriture normale, ils seront endommagés pour le reste de leur vie. Le cynisme de la politique israélienne envers la population civile de la bande de Gaza ne peut plus être surpassé. De ce point de vue, il n'a absolument aucune importance que 10 000, 50 000 ou 100 000 personnes meurent encore dans la bande de Gaza. Du point de vue israélien, cela peut aussi être égal, car la communauté des valeurs occidentales tant vantée accepte tacitement qu'Israël le fasse. Et cela conduit naturellement au fait que plus personne dans le Sud global, en dehors du monde occidental, ne prend au sérieux les discours locaux sur les valeurs et les vertus en politique. On considère cette rhétorique pour ce qu'elle est, finalement des paroles vides visant à imposer son propre pouvoir et ses intérêts politiques à tout prix. À cet égard, une remarque intéressante. Entre 2018 et 2022, l'Allemagne, avec des exportations d'armes vers Israël d'une valeur de 880 millions d'euros, a été le plus grand exportateur d'armes vers Israël au sein de l'Union européenne. 880 millions d'euros. Pendant cette période, l'Allemagne a exporté des armes d'une valeur de 880 millions d'euros vers Israël. En deuxième position des États de l'Union européenne exportant le plus vers Israël en matière de matériel militaire,
se trouve étonnamment la Roumanie, avec 315 millions d'euros. Mais 315 millions sont bien sûr nettement moins que les 880 millions livrés par l'Allemagne. Fait intéressant, le Royaume-Uni, aux côtés des États-Unis et de l'Allemagne, le plus proche allié d'Israël, n'a exporté que des armes d'une valeur de 112 millions d'euros vers Israël au cours de la même période de 2018 à 2022. Il est important de garder cela à l'esprit, car il existe une étroite coopération militaire entre Israël et l'Union européenne. Cette coopération existe également depuis de nombreuses années entre la Bundeswehr et l'armée israélienne. Das schon seit vielen Jahren und umgekehrt importiert die Europäische Et inversement, l'Union européenne importe beaucoup d'armes d'Israël. 25% des exportations d'armes israéliennes dans le monde sont destinées à l'Union européenne et y sont utilisées, par exemple, par Frontex. C'est cette agence de l'UB-Member qui veille à ce que les réfugiés n'atteignent pas l'Europe par la mer Méditerranée ou par voie terrestre, autant que possible. Les réfugiés sont empêchés d'atteindre l'Europe avec l'aide des armes israéliennes. Il y a ici, pour ainsi dire, une symbiose parfaite, si l'on peut dire. Je tiens d'ailleurs à mentionner que ces chiffres proviennent de l'Alliance pour la justice entre Israéliens et Palestiniens. Cette alliance pour la justice entre Israéliens et Palestiniens est une association enregistrée qui publie une newsletter très intéressante une fois par semaine. Celle-ci informe sur les événements en Israël, dans les territoires occupés et sur des sujets généralement liés à Israël. Ce qui est publié va bien au-delà de ce que les médias allemands offrent. Si l'on a une conscience critique, on ne peut plus vraiment considérer les médias allemands comme une source d'informations pertinentes en ce qui concerne les crises internationales, que ce soit le Moyen-Orient ou l'Ukraine. Il s'agit surtout de cadrage, de nudging et de la division simpliste du monde en bien et en mal, mais pas de l'éclaircissement des contextes ou des relations plus larges. Et tout cela, justement, à lire en allemand, est très recommandé. Deux autres sources importantes à cet égard que je voudrais recommander à ceux qui souhaitent se former et en savoir plus que le discours habituellement édulcoré que l'on reçoit souvent des médias locaux. Pour ceux qui lisent l'anglais ou sont enclins à le faire, je recommande le site internet anglophone d'Al Jazeera et le journal israélien Haaretz, publié à Tel Aviv. Les deux sont d'excellentes sources, sans qu'il soit nécessaire de se plonger dans tous les détails du conflit au Moyen-Orient. Ohne dass man sich jetzt in alle Details des Nahostkonfliktes vertiefen müsste, aber es ist ja wichtig, sich überhaupt einmal sachlich. Mais il est important de pouvoir s'informer objectivement, et cela n'est pas si simple en Allemagne, pour les raisons mentionnées. Bon, revenons au Moyen-Orient. Donc l'objectif du gouvernement israélien est très clair. Étendre la guerre vers le Liban pour combattre le Hezbollah, le parti de Dieu, qui est étroitement lié à l'Iran. Il est d'ailleurs intéressant de mentionner dans ce contexte ce que la plupart des gens ignorent. Le Hamas et le Hezbollah, c'est-à-dire les deux principales organisations de résistance contre l'occupation israélienne. Vous remarquez, j'évite le terme organisation terroriste. Ceux qui souhaitent utiliser le terme terroriste peuvent le faire. Il n'y a rien de mal à désigner le Hamas comme une organisation terroriste. Cependant, la question se pose alors de savoir comment nous voulons qualifier l'armée israélienne et ses actions dans la bande de Gaza, ainsi que ce dont le gouvernement israélien est responsable. Quel terme, quel cadrage nous vient à l'esprit ici? Je ne veux pas développer davantage cette pensée, mais je pense que la direction est claire. Si l'on considère maintenant que le Hamas ne peut pas être vaincu, il est d'autant plus téméraire de préparer le prochain conflit en direction du Liban. Comme je l'ai dit, le Hamas et le Hezbollah sont tous deux nés en réaction à l'occupation israélienne. Et cela n'est pas si présent chez nous. Nous voyons toujours que l'Iran tirait les ficelles dans les deux cas.
Mais c'est trop simpliste, car le Hezbollah, par exemple, est né en réaction à l'attaque israélienne et à l'occupation du sud du Liban de 1982 à 2000. Vous vous en souvenez peut-être? En 1982, l'armée israélienne, sous la direction du ministre de la Défense de l'époque, Ariel Sharon, a envahi le Liban et a avancé jusqu'à Beyrouth-Ouest. Beyrouth-Ouest a été assiégée et bombardée pendant des semaines. Ce fut un massacre épouvantable, avec plus de 20 000 morts. Personne n'en parle plus aujourd'hui, bien sûr. C'était en quelque sorte les mauvais morts. Il y a des gens qui meurent sans que cela résonne dans le public ou la politique occidentale, et pour d'autres, c'est différent. C'est ainsi que le monde est fait. En tout cas, l'objectif de l'invasion libanaise à l'époque était de chasser l'OLP. Cela a également réussi. Yassir Arafat et l'OLP ont dû être répartis dans différents pays arabes. Arafat lui-même est allé à Tunis et est revenu plus tard dans le cadre du soi-disant processus de paix d'Oslo. En tout cas, les Israéliens se sont ensuite retirés de Beyrouth, mais ont maintenu la bande frontalière au nord de la frontière israélienne jusqu'à la hauteur du fleuve Litani, 15 kilomètres plus au nord, occupée. Une résistance de plusieurs années d'une organisation chiite, le Parti de Dieu, contre cette occupation israélienne s'est développée. En 2000, les Israéliens ont dû se retirer du Liban parce qu'ils n'avaient trouvé aucun moyen contre la tactique de guérilla du Hezbollah. Et cette victoire du Hezbollah sur Israël est en réalité un motif essentiel pour lequel l'Iran est devenu le grand ennemi d'Israël et par conséquent aussi des États-Unis et de l'Union européenne. Cela est très étroitement lié à cette défaite militaire que les Israéliens ont dû accepter en l'an 2000. Après 8 ans d'occupation, bien plus de 1000 soldats israéliens avaient été tués, et cela n'était plus justifiable sur le plan intérieur. Ce fut une grande défaite pour la politique israélienne. En l'an 2000, l'armée israélienne a donc dû se retirer, battue par le Hezbollah, le Parti de Dieu. Plus de 1000 soldats israéliens avaient été tués, et cela n'était plus justifiable pour le public israélien. En 2006, les Israéliens ont de nouveau avancé massivement vers le Liban sur le plan militaire, notamment par une grande attaque aérienne sur Beyrouth-Ouest, dans le but de mettre le Hezbollah au pas. Pour la population civile, cela a été dévastateur, et cela n'a pas non plus affaibli durablement le Hezbollah. La population chiite du sud du Liban, qui à l'origine, lorsque les Israéliens ont envahi en 1982, n'était même pas anti-israélienne, est-elle en fait contente que le problème avec l'OLP soit résolu, car ils ne voulaient pas toujours être entraînés dans les conflits entre l'OLP et Israël. Mais les Israéliens ont le grand talent de créer eux-mêmes leurs ennemis avec insistance. Et l'occupation a conduit à cette résistance chiite. Des dizaines de milliers de personnes ont fui à l'époque, principalement des chiites du sud et de l'est du Liban, en direction de Beyrouth. Au sud-est de l'aéroport de Beyrouth, un nouveau district a alors vu le jour sous le nom simple de Dahiyeh, qui signifie banlieue en allemand. Cette banlieue est aujourd'hui le bastion du Hezbollah. Les Israéliens ont créé leur propre ennemi par leur politique d'occupation effrénée. Maintenant, on ne peut plus vaincre cet ennemi aussi facilement. Militairement parlant, si je puis m'exprimer ainsi, le Hamas est en ligue régionale et le Hezbollah est en ligue des champions. Il faut le dire clairement. Ils ont, selon les informations israéliennes, environ 150 000 missiles balistiques très précis, capables de toucher chaque gratte-ciel de Tel Aviv au centimètre carré près. Ce n'est pas très réjouissant. Bien sûr, Israël a une plus grande puissance de feu, cela ne fait aucun doute, mais tout comme les Israéliens ne parviennent pas à détruire militairement le Hamas, ils ne réussiront certainement pas à contenir militairement le Hezbollah. D'autant plus qu'au moment où l'on mène une guerre contre le Hezbollah, l'Iran sera tôt ou tard entraîné dans ce conflit.
Le Hezbollah est souvent considéré comme un satellite de l'Iran, mais c'est une vision trop simpliste. Les Iraniens ont tiré des leçons de leur expérience de la guerre irako-iranienne de 1980 à 1988. Lorsque les Américains ont donné à l'époque le feu vert aux Irakiens, c'est-à-dire à Saddam Hussein, pour une guerre contre l'Iran, la direction sous Ayatollah Khomeini a déclaré « Il ne doit plus jamais se produire qu'une guerre contre nous soit menée uniquement sur notre sol ». C'est pourquoi la direction iranienne a envisagé de soutenir et d'armer des milices chiites et pro-iraniennes. En cas de guerre, si les États-Unis ou Israël avaient l'idée d'attaquer l'Iran, il y aurait immédiatement des contre-attaques contre Israël. Surtout par le Hezbollah, bien sûr, qui a été massivement renforcé par l'Iran. Le Hamas aussi a probablement, nous ne le savons pas avec certitude, obtenu des armes de l'Iran. Mais la plupart des armes que le Hamas tire sont de fabrication artisanale ou obtenues sur le marché noir et apportées dans la bande de Gaza par le système de tunnels depuis l'Égypte. Le Hezbollah est nettement mieux organisé. C'est une formation militaire très sérieuse, avec des soldats et des combattants pour qui leur propre mort n'est pas indifférente, mais intégrée dans leur biographie. Pour eux, c'est une cause juste de faire la guerre contre Israël, car Israël a mené cette politique à leur égard pendant des années. De plus, ils ont bien sûr peu de sympathie pour ce que fait Israël en matière de politique dans la région. Bien sûr, du point de vue israélien, le Hezbollah est une menace terroriste qu'il faut contenir. Et bien sûr, le Hezbollah a également contribué ces dernières semaines, par ses attaques provocatrices sur le nord d'Israël, à ce que plus de 40 000 Israéliens ne puissent plus vivre dans le nord d'Israël parce que c'est trop dangereux. En revanche, les Israéliens, avec leurs attaques et les destructions massives qui ont déjà lieu dans le sud du Liban, ont poussé plus de 60 000 Libanais à fuir vers le nord. La question est un peu de savoir ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. Les deux parties ne se donnent pas beaucoup ici. Ce conflit est un bon exemple de pourquoi les guerres ne résolvent jamais les problèmes. Elles ne font que créer de nouveaux. Il n'y a pas de paix, ni au Moyen-Orient, ni en Ukraine, ni ailleurs, si les parties ennemies ne s'entendent pas en coulisses sur un modus vivendi pour coexister. Et cela n'arrive pas. Nous, en Occident, en Europe et en Allemagne, suivons en politique et dans les médias les simples représentations en noir et blanc qui nous sont transmises. Celles-ci sont en réalité l'expression des intérêts de tiers, non des nôtres, non des intérêts allemands, non des intérêts européens. Mais nous faisons comme si tout cela ne faisait qu'un. Ce n'est pas le cas, car nous ne devons pas nous faire d'illusions. Une guerre contre le Hezbollah aurait rapidement des répercussions régionales massives. L'Iran serait tôt ou tard impliqué. Du point de vue de Benjamin Netanyahou, c'est fondamentalement le moment de l'Armageddon, car nous sommes en période de campagne électorale aux États-Unis. Le gouvernement Biden ne veut pas de confrontation supplémentaire au Liban. Le problème est que Netanyahou sait très bien que Biden ne peut rien faire, entreprendre ou dire contre Israël si la guerre éclate. S'il y a une guerre, ce sera de toute façon la faute de l'Iran, c'est clair. Et alors Biden ne pourra pas abandonner Israël en pleine campagne électorale. Biden le sait, le gouvernement israélien le sait bien sûr aussi. C'est pourquoi Netanyahou peut aller très loin. Il sait que les Américains ne le laisseront pas tomber. Les démocrates ne peuvent pas se le permettre. En outre, Netanyahou parie sur le fait que Trump gagnera les élections aux États-Unis. Trump suivra bien sûr une politique pro-israélienne à 150%, comme lors de son premier mandat. On le sait là-bas. C'est pourquoi cette période est aussi dangereuse. Les Israéliens savent qu'ils ont plus ou moins les mains libres pour s'attaquer au Hezbollah au Liban.
Et si tout cela mène à une grande guerre contre l'Iran, du point de vue israélien, pourquoi pas? C'est la meilleure chose qui puisse arriver à Netanyahou, car alors il n'y aura pas de nouvelles élections en Israël. Il ne pourra pas être démis de ses fonctions et il ne pourra pas être jugé. Donc cela ne pourrait pas mieux se passer pour lui. Une guerre éternelle comme moyen de gestion des conflits, si l'on veut. Pour les gens de la région, c'est bien sûr une tragédie. Pour les gens en Israël, pour les gens en dehors d'Israël, surtout pour les Palestiniens et les Libanais, si cela devait aller jusqu'à l'extrême. Tout cela est très désagréable, et la politique occidentale ne fait rien pour désamorcer ce conflit. On pourrait y parvenir en exerçant des pressions sur les parties en conflit, et surtout en adressant des mots clairs à Israël. Si vous attaquez l'Iran, vous franchissez une ligne rouge. Nous ne vous soutiendrons plus alors. Rien de tel ne se produira, bien sûr. Notre ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est rendue récemment pour la 8e fois en Israël. La seule chose qu'elle a trouvé à exprimer au gouvernement israélien était l'annonce qu'il serait en fait très utile d'avoir une trêve dans la bande de Gaza. N'est-ce pas mignon? Une trêve signifie qu'on ne tire pas pendant quelques heures pour permettre la distribution des aides humanitaires. Bien sûr, elle sait aussi, si elle veut bien le savoir, que les Israéliens n'ont pas permis cette distribution des aides humanitaires ces derniers mois. C'est la raison de la famine dans la bande de Gaza. Toute organisation humanitaire qui voulait y distribuer des aides devait s'attendre à être attaquée. Pensez à World Food Kitchen en mars, une organisation humanitaire pro-israélienne. Elle a été bombardée, 7 morts, dont des Américains. Et qui s'en soucie? Les terroristes sont toujours les autres. Donc des événements désagréables. Regardons maintenant l'Iran. L'Iran a voté. L'enregistrement du podcast a lieu juste avant le second tour des élections présidentielles en Iran. En fin de compte, il n'est pas vraiment important de savoir qui gagne les élections. Il serait bien sûr souhaitable que le candidat réformiste Pezeshkian remporte ces élections. Que cela réussisse ou non dépend de la participation électorale. La participation au premier tour a été la plus faible de l'histoire de la République islamique. Elle n'était que de 40%. De cela, les augures locaux en politique et dans les médias déduisent que ce régime islamique à Téhéran est pratiquement au bord de l'implosion. Alors, juste un peu plus de pression de l'extérieur, encore un peu de sanctions, et tout le système s'effondra. Non, mes amis, ce n'est pas le cas. Vous vous trompez lourdement. Le système politique iranien est plus résilient qu'on ne pourrait le croire de l'extérieur. Dans les rapports sur l'élection, on dit souvent « Eh bien, le véritable détenteur du pouvoir est de toute façon le guide suprême Khamenei ». Si on le considère ainsi, on le considère de manière trop simpliste. Nous n'avons pas en Iran un système politique comme en Corée du Nord, où un groupe sélectionné de membres de la famille dirige les affaires de tout un pays. En Iran, il existe en partie des structures démocratiques. Je le répète expressément. Les suspects habituels diront maintenant bien sûr qu'ils minimisent les mollahs. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour moi. Mais je me permets simplement de présenter objectivement ce qu'est la situation factuelle, avant que d'autres ne fournissent à nouveau des pseudo-analyses qui parlent de provoquer un changement de régime par la pression extérieure. Au Parlement iranien, il n'y a pas de parti, mais des alliances électorales de différents acteurs. Ceux-ci parviennent toujours à obtenir un consensus sur certaines questions. Il y a donc une formation de coalitions spontanées selon les circonstances. Cela signifie que des intérêts sociaux divergents peuvent en partie être résolus dans le cadre du Parlement iranien. On trouve des accords. On est capable de faire des compromis politiques parmi les puissants de ce pays.
Il est vrai que la population n'est souvent pas d'accord avec les structures politiques et qu'il y a eu des troubles à plusieurs reprises dans le passé. Mais cela ne change rien au fait que ces structures du système politique en Iran sont plus stables que la plupart des observateurs étrangers ne le croient. Ce n'est pas comme si le système vacillait. Il n'y a pas non plus de force politique en Iran qui pourrait remplacer le système actuel. Cela est également dû au fait que la garde révolutionnaire n'est pas seulement une troupe d'élite militaire. De plus, les dirigeants contrôlent de nombreuses parties de la société à travers les nombreuses fondations religieuses en Iran, simplement parce qu'ils distribuent des emplois. Et justement dans le tiers inférieur, dans la moitié inférieure de l'ordre social en Iran, il y a encore beaucoup de soutien pour ce système, simplement parce qu'il procure des emplois et permet aux individus de survivre dans des circonstances très difficiles. De plus, les Iraniens ne sont évidemment pas stupides. Ils savent où l'Occident est intervenu militairement dans le passé, en particulier les États-Unis, dans le voisinage immédiat. Pensons à l'Afghanistan. Pensons à l'Irak, oui. Et qu'ont apporté ces interventions militaires, ces changements de régime qu'on y a provoqués? La vie des gens en Afghanistan et en Irak est-elle devenue meilleure grâce à ces interventions militaires? En Syrie, cette guerre est souvent qualifiée de guerre civile. En réalité, c'était aussi une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Cette guerre par procuration a été gagnée par la Russie. Cela ne plaît évidemment pas à l'Occident. Le tout est présenté sous l'angle des droits de l'homme. Bien sûr, Assad est un terrible dictateur, et ainsi de suite. Je ne veux pas approfondir le sujet de la Syrie ici. J'ai écrit tout un livre à ce sujet. Mais il s'agit simplement de reconnaître qu'il y a un énorme fossé entre notre perception de certaines réalités politiques et la réalité sur le terrain. Ainsi, le système iranien ne pourra se transformer, se moderniser et s'ouvrir que de l'intérieur, si tant est qu'il le puisse. Pour garantir cela, il faut une couche sociale, des groupements sociaux capables de provoquer le changement. Historiquement, ce sont idéalement toujours les classes moyennes qui ont fait le premier pas dans cette direction. Ces classes moyennes, qui étaient en fait très sceptiques vis-à-vis des conditions existantes en Iran, ont été pratiquement poussées à la pauvreté par la politique de sanctions occidentales, renforcée par le programme nucléaire iranien après l'an 2000. Imaginez que vous êtes enseignant en Iran. Vous gagnez l'équivalent de, disons, 600 € par mois, avec un salaire fixe et un taux d'inflation de 40%. Vous pouvez alors à peu près calculer ce que vaudra votre revenu après 2 ans et ce que vous pourrez encore acheter avec. Qu'un tel système puisse encore survivre, ou formulé autrement, que des gens puissent encore exister dans de telles conditions, est surtout dû aux liens sociaux forts et aux relations familiales. Celles-ci sont si étroitement tissées que l'on s'entraide. Combien d'Iraniens en exil y a-t-il qui soutiennent financièrement leurs proches restés au pays? C'est ainsi que les gens s'en sortent. C'est d'ailleurs un avantage de l'Orient par rapport à nous, au cas où nous devrions faire face à des perturbations économiques de grande envergure. Nous n'avons plus ces liens sociaux, ces relations familiales étroites sous cette forme depuis longtemps. Peut-être dans les zones rurales, mais certainement pas dans les métropoles. En Iran, en tout cas, cela fonctionne encore très bien. L'Occident, par sa politique de sanctions, a complètement éliminé les agents potentiels du changement social, à savoir les classes moyennes. La structure sociale en Iran est relativement simple. 10% de classe supérieure supérieure tout en haut, et les classes moyennes, je dirais environ 40%, mais toujours menacées de déclin social. Le reste, oui, comment l'appeler? Précariat. Les gens qui s'en sortent tant bien que mal, mais plutôt mal que bien.
Dans de telles conditions, il est difficile de provoquer le changement. Cela ne peut pas fonctionner. Nos décideurs occidentaux ont bien sûr des idées grandioses et pensent qu'il faut soutenir l'opposition à l'étranger pour provoquer un changement de régime en Iran. On peut bien sûr le faire, mais c'est absurde. Il y a deux groupes notables d'Iraniens en exil à l'étranger, Xinjiang, qui sont massivement soutenus par les gouvernements occidentaux. Il y a d'abord les monarchistes. Ils sont surtout forts aux États-Unis, notamment en Californie. Cela est lié au mouvement de fuite après la chute du Shah en 1969. Le fils du Shah réside à Los Angeles. Il y a alors des rêves humides que l'on pourrait réintroduire la monarchie d'une manière ou d'une autre. On voit aussi souvent ces monarchistes lors de manifestations ici en Allemagne, lorsqu'il s'agit de s'opposer au régime de Téhéran. Ce sont ceux qui montrent le drapeau iranien, mais sans l'emblème de la République islamique au centre, c'est-à-dire l'inscription Allah, mais avec le lion de la dynastie du Shah. Ils se retrouvent alors souvent avec des Israéliens et manifestent contre le système politique chez eux. Cela ne trouve bien sûr qu'un soutien limité en Iran même, car on sait qu'Israël n'est pas le plus proche ami de Téhéran ou de l'Iran en général. Donc c'est une faction. L'autre faction est le soi-disant Conseil national de la résistance. C'est en fait juste une nouvelle désignation des anciens Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines du peuple sont un mouvement marxiste-stalinien sous la direction de leur président de l'époque, et plus tard de sa veuve, après le décès du président. Ils avaient leur siège. En Irak, sous Saddam Hussein, ils ont longtemps mené une guerre contre l'Iran pendant la guerre irano-irakienne. En conséquence, ils sont peu populaires en Iran. Les Moudjahidines du peuple, qui ont longtemps été basés en France, se sont ensuite rebrandés en tant que Conseil national de la résistance. Ce Conseil national de la résistance est aujourd'hui très fort aux États-Unis et est soutenu par les Américains ainsi que par les États arabes du Golfe. On trouve aussi ces gens en Allemagne. Il m'est arrivé récemment de m'asseoir devant le Bundestag. Une femme portant un foulard m'a alors abordé et m'a demandé « Êtes-vous député au Bundestag ?» J'ai répondu « Non, je ne le suis pas ». Dès lors, je n'étais plus intéressant pour elle. C'était une représentante du Conseil national de la résistance. Que Dieu ait pitié de celui qui dit « Oui, je suis député au Bundestag ». Ensuite, il entend d'abord un discours sur la gravité de la situation en Iran. Mais le Conseil national de la résistance prétend qu'il a en quelque sorte tous les problèmes sous contrôle. Il y a donc deux groupes d'exilés importants qui n'ont cependant aucune influence vraiment significative en Iran même, au niveau de la population. Ce sont d'une part les monarchistes et d'autre part les Moudjahidines du peuple, ou le Conseil national de la résistance, comme il se nomme aujourd'hui. Ce Conseil national de la résistance est régulièrement tenu responsable par la direction iranienne, mais aussi par des parties substantielles de la population iranienne, de coopérer prétendument avec Israël et les États-Unis pour assassiner des scientifiques nucléaires iraniens ou mener des actes de sabotage et des attentats terroristes en Iran. En bref, un changement politique positif pour l'Iran ne peut pas être attendu de l'étranger. Indépendamment de cela, les Iraniens en exil ont tendance à être extrêmement divisés entre eux. 2 Iraniens en exil, 3 factions. Ce n'est donc pas si simple, et il faut être très prudent avant de soutenir des mouvements comme Liberté des femmes en Iran, etc. C'est émotionnel, c'est compréhensible, c'est une étape importante dans la bonne direction. Mais ces gens sont à des années-lumière de changer les conditions politiques en Iran. Plus la pression extérieure sur l'Iran est forte, plus la cohésion autour du système politique existant se renforce, car les gens ont peur de ce qui pourrait arriver. Guerre, effondrement de l'État, violence, terrorisme, etc. Personne ne veut cela.
Il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont et les changer lentement, mais pas par la guerre. Une guerre, aber nicht irgendwie durch Krieg. Ein Krieg gegen den Iran, der feuchte Traum. combattre l'Iran, le rêve humide de beaucoup, pas seulement en Israël, serait un désastre pour la région et l'économie mondiale dans son ensemble. Car imaginons un instant qu'une guerre éclate réellement, Dieu nous en préserve. Si cela se produit, alors la guerre en Ukraine serait, je dirais, un exercice militaire à sec en comparaison. Si l'Iran est attaqué, toute la région risque de s'embraser. Cela aurait des répercussions massives sur les prix de l'énergie dans le monde entier, sans parler de toute la misère humaine. Mais en y regardant de manière objective, nous aurions alors une perturbation des marchés de l'énergie. Le pétrole et le gaz naturel, les prix monteraient en flèche. Et vous savez, le gouvernement allemand, orienté par des valeurs comme il l'est, a largement interrompu les livraisons de gaz et de pétrole en provenance de Russie. À la place, nous achetons du gaz de fracturation totalement surévalué des États-Unis ou du gaz de Norvège, également à des prix exorbitants. Le troisième poste est bien sûr toujours le gaz russe, importé via des pays tiers, 3 à 5 fois plus cher. Mais bon, nous boycottons la Russie, nous ne voulons pas envoyer d'argent à Moscou pour la guerre en Ukraine. Ainsi, chacun vit dans son propre monde illusoire et de rêve. Maintenant, imaginons que les livraisons d'énergie en provenance du Moyen-Orient cessent ou soient interrompues. Que pensez-vous que cela signifierait pour les prix de l'énergie en Allemagne? Dans ce cas, il ne s'agirait pas seulement d'une explosion des prix aux pompes à essence. De plus, l'économie allemande entrerait dans des eaux très difficiles. La question se poserait alors de savoir d'où l'on pourrait encore obtenir de l'énergie abordable pour maintenir son propre fonctionnement. Ce que la plupart d'entre nous ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, c'est que la politique russe n'agit pas de manière stupide. Ils redirigent de plus en plus leur flux économique vers l'Extrême-Orient afin de ne plus dépendre de la mer Baltique et de l'exportation via la mer Baltique. De nouvelles routes commerciales ont émergé, passant par la mer Caspienne et l'Iran en direction de l'Est. En direction de l'Inde, par exemple. En même temps, l'Iran est devenu le principal fournisseur d'énergie de la Chine. Dans ce contexte, il est tout à fait clair qu'en cas de guerre dans la région, la Russie et la Chine clarifieraient très rapidement qu'elles se rangeraient derrière Téhéran. L'OTAN se rangerait bien sûr derrière Israël. Un scénario vraiment préoccupant. C'est malheureusement un scénario très réel. Cela ne doit pas nécessairement conduire immédiatement à une grande guerre mondiale officielle. Mais bien sûr, la Russie et la Chine feront tout pour permettre la survie du statu quo politique en Iran. Alors, croire que les Israéliens bombardent un peu, puis les Américains viennent, aident, imposent quelques sanctions supplémentaires, et le régime est déjà à bout, puis d'autres prennent le pouvoir, et déjà le drapeau arc-en-ciel flotte au-dessus du mausolée de Khomeini. C'est peut-être ainsi que certains à l'étranger occidental se l'imaginent, mais ce n'est pas ce que la région attend. Au pire, cette guerre qui se dessine ici, au Liban contre le Hezbollah, peut devenir une guerre contre l'Iran. Ensuite, tout cela peut très rapidement devenir global. Le pire scénario serait vraiment que la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, si elles devaient s'intensifier, se rejoignent en une sorte de combat apocalyptique, l'Occident libre contre le totalitarisme de l'Est. Ce serait vraiment le scénario cauchemardesque absolu. Nous ne sommes pas encore tout à fait à la fin. En fait, tout est effectivement lié. C'est pourquoi je me permets de souligner que la guerre en Ukraine est fondamentalement une tombe matérielle et financière que nous creusons nous-mêmes. Les changements politiques se dessinent.
Peu de choses s'opposent à ce que Trump puisse redevenir président des États-Unis. Dans ce cas, beaucoup de choses indiquent qu'il va rester avec la Russie. Les Américains se demanderont alors aux Européens, en particulier aux Allemands, de faire la reconstruction en Ukraine. Cette reconstruction devrait coûter environ 500 milliards de dollars américains au cours des 10 prochaines années, sans compter la reconstruction des zones à l'Est, qui sont actuellement sous contrôle russe. 500 milliards. Et bien sûr, ce seront les Allemands qui seront appelés à assumer la majeure partie des coûts. Et comme nous, les Allemands, sommes aussi, en partie un peu naïfs, ou disons peut-être mieux, nous sommes orientés vers les valeurs, et c'est pourquoi nous aimons aider les gens en Ukraine. Les montants en milliards qui sont mis à disposition ici sont vraiment énormes quand on considère ces sommes. Je veux dire, le budget de la défense, le budget militaire de l'Allemagne à lui seul, cette année, devrait être d'environ 90 milliards d'euros. Une part considérable de ce montant est cependant destinée à l'armement de l'Ukraine. Le budget militaire de la Russie pour cette année sera probablement d'environ 110 milliards d'euros. Ainsi, l'Allemagne dépense presque autant pour la défense que la Russie dans son ensemble. Pourtant, plus de 20 États membres de l'OTAN agissent comme si les Russes, si nous ne les arrêtons pas aujourd'hui en Ukraine, seraient déjà à Berlin demain. Tout cela est un non-sens relatif, à mon avis. La performance de l'armée russe, qui a maintenant les difficultés bien connues en Ukraine, ne plaide pas en sa faveur. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à embellir dans cette guerre. Bien sûr, l'attaque menée par la Russie est à condamner. Mais nous oublions aussi ici, tout comme au Moyen-Orient, toute l'histoire préalable. Il est presque devenu un frein de carrière en Allemagne de souligner que l'élargissement vers l'est de l'OTAN, qui après 1990 s'est rapproché de plus en plus de la frontière russe, a finalement été le motif décisif pour que la Russie tire un jour la sonnette d'alarme. Cette guerre en Ukraine n'aurait pas eu besoin d'avoir lieu si on avait été déterminé à répondre aux besoins de sécurité de la Russie. On ne le voulait pas. L'idéal était de pouvoir mettre la Russie à genoux. Et ce concept a échoué de manière retentissante. Sur les décombres de ce nouvel ordre qui se dessine maintenant, il est tout à fait clair que la Russie ne sera pas affaiblie de manière significative par ces sanctions. La croissance économique de la Russie cette année sera nettement plus élevée qu'en Allemagne. L'Allemagne est à la traîne de nombreux pays industrialisés en termes de croissance économique. Tout cela est bien connu. Et cette guerre, où des milliards sont dépensés comme s'il s'agissait d'argent de poche, a bien sûr pour conséquence qu'à un moment donné, la question se pose. Comment tout cela sera-t-il payé? Et il est également tout à fait clair, à la fin, ce sera le contribuable qui devra payer. Cependant, les augmentations d'impôts sont impopulaires. Alors, on fera ce qui est déjà évident. On économisera sur les infrastructures en Allemagne. L'état des chemins de fer allemands a souvent été chanté, je n'ai pas besoin de le répéter ici. Les infrastructures routières, peu importe où l'on regarde et dans les écoles, partout, c'est la gestion de la pénurie qui prévaut. Nulle part, il n'est question d'investissement tourné vers l'avenir. Comment pourrait-il en être autrement, alors que tant de ressources et tant d'argent sont consacrés à cette guerre en Ukraine? Et je me permets de rappeler que l'Allemagne, tout comme l'Union européenne, n'ont rien, absolument rien fait pour parvenir à une solution diplomatique à cette guerre. Les Américains vont probablement mettre fin rapidement à cette guerre avec Trump. L'Europe, en particulier l'Allemagne, sera sollicitée pour financer de manière significative la reconstruction de l'Ukraine. Cela ruinera davantage l'économie locale et continuera de faire baisser le niveau de vie de la population. Ce sont toutes des évolutions extrêmement désagréables.
L'Allemagne est le seul pays qui a dilapidé sa propre prospérité. Il faut utiliser le passé ici. Sur la base de l'illusion d'une politique guidée par le moralisme, qui croit pouvoir imposer ses propres idées au reste du monde. Cela peut encore se faire si l'on est une puissance mondiale dominante, mais les Européens ne le peuvent pas. Les Européens risquent de devenir de plus en plus insignifiants sur le plan géopolitique, car leur puissance économique diminue de plus en plus. En conséquence, d'autres, en premier lieu les Chinois, nous imposeront un jour très clairement les termes des échanges économiques. Nous accepterons ou n'accepterons pas. En tout cas, nous paierons un prix élevé pour la stupidité des décideurs politiques qui se sont laissés guider par une emphase moralisatrice et qui, en tant qu'atlantistes engagés, n'ont jamais appris à placer les intérêts propres, nationaux, allemands et européens au-dessus des intérêts des États-Unis. La politique allemande fonctionne essentiellement de manière à écouter d'abord ce que veut Washington. Et quand Washington dit « Hü », alors la politique allemande dit « Dia », et c'est en ordre. Mais agir et prendre des décisions de manière autonome, ce n'est en fait pas prévu. La population ici dans ce pays et en Europe en général doit apprendre que les interventions dans leur mode de vie et leurs possibilités financières deviennent de plus en plus importantes. L'infrastructure se détériore de plus en plus, et il est bien sûr clair que ça se reflète aussi à un moment donné dans la politique. Nous avons pu le voir très clairement lors des élections européennes, où les partis autoritaires de droite sont en progression partout en Europe. Ce n'est certainement pas la seule raison, mais une raison essentielle est bien sûr qu'une grande partie de la population, en particulier en Allemagne, ne soutient pas cette guerre en Ukraine. Plus de 60% des gens dans ce pays veulent une solution diplomatique à ce conflit. Ils ne veulent pas d'une guerre sans fin, pas d'une guerre jusqu'à la victoire de l'Ukraine sur la Russie, ce qui est impossible. C'est impossible. Pourtant, nos politiciens ne changent pas de cap. Le chancelier a été interrogé après les élections sur les raisons pour lesquelles le SPD avait perdu tant de voix. Oui, on n'a pas bien vendu la politique, on ne l'a pas bien communiqué, comme si c'était en fait juste une question d'acte de vente. Non, je crois que beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas de cette guerre. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui ne plaisent pas, mais cette guerre est extrêmement impopulaire. En parler publiquement est presque un tabou en Allemagne. Je ne veux pas dire qu'on serait arrêté pour cela, mais ce n'est pas favorable à la carrière. Si vous, en tant que politicien, vous levez et dites que nous devons mettre fin à cette guerre, alors votre carrière sera probablement terminée plus rapidement que vous ne pouvez dire au revoir. Ce n'est pas encore prévu. Les premiers politiciens commencent à comprendre que tout cela va devenir très difficile. Pensez aux politiciens de la CDU qui, à juste titre, ont commencé à se demander s'il est vraiment nécessaire de subvenir en permanence aux besoins de plus d'1 million de réfugiés ukrainiens ici en Allemagne, ce qui coûte chaque année 6 milliards d'euros aux contribuables locaux. On peut aussi trouver d'autres modèles. Les autres États européens ne sont pas aussi généreux. Les réfugiés ukrainiens y sont tenus de travailler. Le soutien financier prend fin après 3, au plus tard 6 mois. Seule l'Allemagne est plus généreuse. Je disais tout à l'heure que cela coûterait 6 milliards d'euros par an aux contribuables locaux, mais ce n'est pas vrai. En réalité, c'est 9 milliards. Mais nous avons les moyens. Qu'est-ce qu'un milliard? Qu'est-ce que 10 milliards? Aucun problème. Le résultat de cette politique est que le mouvement autoritaire de droite en Allemagne, en particulier sous la forme de l'AfD, grandit. Il ne faut honnêtement pas vraiment s'étonner que la population ne soit plus heureuse de cette évolution à un moment donné. Un autre aspect s'ajoute que je voudrais mentionner en conclusion, car il est très important.
Les guerres sont une tragédie pour les personnes qui en sont victimes. Mais en même temps, si nous regardons l'état du capitalisme à l'échelle mondiale, les guerres sont bien sûr lucratives. Alors, quand on regarde l'état du capitalisme, il faut se demander dans quel domaine l'accumulation de capital se fait-elle encore de manière satisfaisante? Où peut-on encore réaliser des rendements? Il n'y a en fait que deux domaines où cela est encore possible. Soit des transactions boursières risquées, avec des titres financiers au niveau des spéculations financières. Donc rien de vraiment constructif ou utile pour la population. C'est un mécanisme, c'est l'autogénérateur qui peut éventuellement conduire une implosion des marchés. Mais cette forme d'accumulation de capital par des transactions financières risquées en bourse est une méthode sûre pour les acteurs mondiaux de générer de l'argent. L'autre grand domaine est bien sûr l'armement. L'industrie de l'armement en Allemagne est en plein essor. Elle a des carnets de commandes pleins. Tout le reste, comme construire des maisons ou des écoles, est considéré comme peu attrayant. Maintenant, nous devons d'abord libérer l'Ukraine. C'est tout à fait clair. Mais cela n'est pas bien accueilli par la population. La population devient de plus en plus insatisfaite. Que se passe-t-il en réaction à cette insatisfaction? L'État devient de plus en plus répressif dans son traitement des critiques. Nous avons une situation où oui, donc le capitalisme libéral tel que nous l'avons connu jusqu'à présent est de plus en plus remplacé par un mode de crise permanente. Cela a commencé avec la pandémie de coronavirus, puis cela a continué avec le changement climatique. Ce sont des sujets importants et aussi des menaces, c'est clair. Mais ce sont des menaces qui ne sont pas négociées de manière constructive, mais par ordre de mufti. Des directions sont données auxquelles il faut s'orienter. Et maintenant, il s'agit de combattre des ennemis militaires qui menacent l'Occident. Ce sont bien sûr principalement les Russes. Si le Russe n'est pas arrêté maintenant en Ukraine, il sera déjà à Berlin demain. Compte tenu des réalités militaires, il faut poser quelques points d'interrogation. Mais il ne s'agit pas ici de bon sens. Il ne s'agit pas ici de logique. Et il ne s'agit bien sûr pas de minimiser le défi russe. Bien sûr, c'est un adversaire géostratégique, tout comme la Chine. Mais comment résoudre les problèmes entre adversaires? En dialoguant, en utilisant les moyens de la diplomatie et non de la confrontation, du langage empoisonné et en fin de compte, de l'affrontement militaire. Ainsi, nous avons atteint un état d'accumulation de capital où il s'agit de transactions spéculatives et de militarisme. Et c'est un jeu très dangereux car cela peut un jour conduire à un grand conflit. En fin de compte, les bénéficiaires de cette forme d'accumulation de capital sont de petits cercles de grands acteurs mondiaux qui remplissent leurs poches avec cela. La politique se comprend de moins en moins comme un adversaire de ce développement. Au lieu de cela, elle essaie en quelque sorte de se faire l'exécuteur volontaire de ce développement, en partie volontairement, en partie par absence d'alternative, comme on dit si bien. En même temps, la caste politique, la caste des oligarques si l'on veut, assume avec ses mauvaises décisions la responsabilité du déclin économique, pas seulement de l'Allemagne. Le résultat est que les populistes de droite et les forces autoritaires de droite en Europe sont massivement renforcés. C'est la conséquence d'une politique erronée menée en Europe depuis des années, voire des décennies, par des politiciens qui ne se considèrent plus comme les représentants de leur propre population, mais comme les représentants de structures anonymes, rarement basées uniquement en Allemagne ou dans l'Union européenne. Ces accords de coulisses, par lesquels la politique tente de prévenir le pire, en sont un exemple. Pensez par exemple à l'accord qui a permis à Ursula von der Leyen de devenir une nouvelle fois présidente de la Commission. Ou pensez au fait que cette Estonienne, je vais le formuler de manière neutre,
Ich formuliere es mal neutral. Premierministerin Kallas, nun die Außenbeauftragte. La première ministre Kallas devient maintenant la représentante extérieure de l'UPOB. Les principaux décideurs de cette politique de personnel étaient Macron et Scholz, donc deux politiciens qui ont été sanctionnés lors des élections européennes du 9 juin. Et pourtant, ils continuent à mener les affaires en coulisses avec le Premier ministre polonais. Ce sont les trois principaux responsables qui ont veillé à ce que von der Leyen et Kallas poursuivent la politique de confrontation avec la Russie. C'est la prémisse, et en même temps, cette politique conduira à un développement de plus en plus divergent de l'Europe. Car le sud de l'Europe ne soutiendra plus cette politique de confrontation envers la Russie pour des raisons de coût. La Hongrie ne le fait pas non plus. La Slovaquie non plus. Ce sont bien sûr tous des compréhensifs de Poutine, c'est clair. Mais néanmoins, l'Allemagne devra également corriger sa trajectoire à la fin, car cette politique n'est plus abordable et parce que personne ne peut vraiment accepter sérieusement que l'AfD devienne de plus en plus forte. J'admets que c'est ici un long tour de raison, mais il est important de comprendre que tout est interconnecté. On ne peut plus considérer les conflits d'aujourd'hui de manière isolée. Cela rend malheureusement aussi difficile d'organiser la résistance ou de passer à l'opposition. Le BSW le fait, heureusement. Mais il est vraiment vrai qu'au niveau européen, il n'y a actuellement pas de force d'opposition forte dans ce contexte. Ces accords en coulisses, comme ceux qui viennent d'avoir lieu à Bruxelles, ouvrent bien sûr de plus en plus la voie aux mouvements et partis autoritaires de droite. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir de l'Europe. Si l'on veut prendre une autre direction, il faut comprendre que nous devons faire une autre politique en Europe. Premièrement, détacher des États-Unis, et deuxièmement, en se référant à nos propres intérêts. Ceux-ci ne peuvent pas consister à vouloir mener une guerre sans fin en Ukraine contre la Russie, que l'Ukraine ne pourra jamais gagner. En fait, tout le monde peut le savoir s'il est prêt à prendre en compte certains faits que je ne souhaite pas détailler ici. Cela irait trop loin. Mais nous avons bien sûr besoin d'un changement. Nous avons besoin d'un changement et la question se pose de savoir où sont les forces capables de le réaliser. Le BSW essaie justement de faire cela et j'espère que le BSW sera très réussi dans ce contexte. En Allemagne, les résultats des sondages correspondants laissent présager de bonnes choses. Il est important et nécessaire de suivre cette voie et de s'y attaquer. La toute première chose qui doit se produire est de mettre fin aux guerres. Les guerres en Ukraine, mais aussi les guerres au Moyen-Orient. Une politique qui consiste à ne pas influencer les acteurs de la région et à donner carte blanche au gouvernement israélien, qu'il est presque une sous-estimation de qualifier d'extrême droite, c'est-à-dire un laissez-passer pour enflammer la région à volonté, tandis que la politique locale ne dit rien à ce sujet, est problématique. On croit qu'en raison de la raison d'État, l'Allemagne ne doit pas critiquer Israël, ce qui est bien sûr totalement absurde. Néanmoins, cette politique est très présente. Nous devons la changer et renforcer un processus de paix. Si cela ne se produit pas, le monde va exploser, surtout actuellement au Moyen-Orient. Et enfin, bien sûr, si Trump devient président des États-Unis, il mettra les Européens, en particulier les Allemands, devant une alternative difficile et dira « Vous devez décider avec qui vous voulez commercer. Avec les Chinois ou avec nous, les deux, ce n'est pas possible. Au nom de la liberté, bien entendu. » Que feront alors nos augures transatlantiques? Quelles idées ont-ils? Nous ne voulons plus commercer avec la Russie, c'est l'ennemi. La Chine non plus, c'est mauvais. Voulons-nous commercer uniquement avec les Américains? Oui. Et puis Trump augmente les droits de douane sur les voitures européennes et allemandes tous les 6 mois. Pas une bonne évolution. Alors, mettons fin à ces guerres. Comme je l'ai dit, c'était un long tour d'horizon, mais j'espère que c'était quand même acceptable.
car les symptômes de crise de notre époque sont liés. Je vous remercie de votre attention et prenez soin de vous. À la prochaine fois. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.